Dans cette vidéo, nous allons parler des intégrales impropres. Plus précisément, nous allons expliquer comment calculer une intégrale définie d'une fonction qui possède des discontinuités. Lorsque nous calculons une intégrale définie d'une fonction f, le théorème fondamental du calcul permet de calculer cette intégrale en trouvant une primitive, grand F, et à ce moment-là, l'intégrale devient simplement grand F de b moins grand F de a. Or, ce théorème-là suppose que f, l'intégrande, la fonction intégrée, est une fonction continue sur l'intervalle AB fermé, où A et B sont les bornes de l'intégrale. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours supposé que f était une fonction continue sur l'intervalle AB et nous nous sommes attardés plutôt sur les méthodes pour trouver une primitive de f, donc les techniques d'intégration. Mais dans cette vidéo, nous allons voir quoi faire si la fonction possède des discontinuités sur cet intervalle, mais que nous connaissons quand même une primitive de f. Donc, autrement dit, nous allons traiter les cas pour lesquels le théorème fondamental du calcul ne peut pas être utilisé directement, et nous allons voir comment contourner ce problème. Définissons d'abord ce qu'est une intégrale impropre. Une intégrale définie est appelée une intégrale impropre si la fonction f, donc l'intégrande, possède une ou plusieurs discontinuités sur l'intervalle fermé AB, où AB sont les bornes de l'intégrale, ou si au moins une des bornes, donc soit A, soit B, ou peut-être les deux, est plus ou moins l'infini. Donc voici quelques exemples d'intégrales impropres. La fonction 1 sur x2 possède une discontinuité en x égale 0, puisque ça ferait une division par 0 à ce moment-là. Donc si on veut intégrer entre moins 1 et 1, la discontinuité fait partie de l'intervalle, et donc ça, ce serait un exemple d'intégrale impropre. La fonction ln de x est définie seulement pour les x strictement positifs, donc plus grand que 0. Donc la fonction ln de x possède une discontinuité en x égale 0. X égale 0 fait partie de l'intervalle fermé 0, 3, donc ça aussi ce serait une intégrale impropre. La fonction 1 sur x moins 1 a une discontinuité à cause d'une division par 0 si x égale 1. Ça fait partie aussi de l'intervalle fermé moins 3, 1, donc ça aussi c'est une intégrale impropre. La fonction 1 sur x carré n'a pas de discontinuité entre 1 et l'infini, mais vu qu'une des deux bornes est infinie, c'est aussi considéré comme une intégrale impropre. Dans cette vidéo, nous n'allons pas nous traiter du cas où les bornes sont infinies. Nous allons seulement nous attarder sur le cas où est-ce qu'il y a des discontinuités dans l'intervalle AB. Donc pour ce faire, nous allons d'abord faire quelques rappels sur les domaines et sur la continuité des fonctions usuelles. Et ensuite, nous allons séparer les cas lorsque la discontinuité se trouve d'abord sur la borne supérieure, ensuite discontinuité sur la borne inférieure, et finalement nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand il y a une discontinuité sur les deux bornes en même temps. Puis finalement, nous allons parler des discontinuités à l'intérieur de l'intervalle AB. Commençons par un rappel sur les domaines et la continuité des fonctions usuelles. Donc les fonctions usuelles sont toutes les fonctions qu'on utilise habituellement dans un cours de calcul différentiel ou intégral, donc les fonctions algébriques, trigonométriques, exponentielles et logarithmiques. Et ces fonctions-là sont toutes considérées comme continues sur leur domaine. Donc les discontinuités de ces fonctions-là sont tout simplement les valeurs qui sont exclues du domaine. Donc pour trouver les discontinuités de ces fonctions-là, nous allons juste faire quelques rappels sur le domaine de ces fonctions. Donc on prend pour acquis que le domaine des fonctions usuelles est R, l'ensemble de tous les réels, sauf si on tombe sur un des cas suivants, donc si une des règles suivantes s'applique. Premièrement, première règle, si la fonction possède une division, il faut se souvenir que le dénominateur ne peut pas être 0. Donc on doit exclure toutes les valeurs qui font que le dénominateur de la division est 0. Si la fonction contient une racine paire, c'est-à-dire une racine carrée ou une racine quatrième, sixième, etc., à ce moment-là, il faut se souvenir que ces racines-là sont définies seulement pour des valeurs qui sont positives ou nulles. Donc il faut exclure du domaine les valeurs qui font que ces racines carrées ou racines paires soient calculées sur des valeurs négatives. Troisième règle, les logarithmes sont définis seulement lorsque l'argument est strictement positif.
Avant de voir les méthodes pour calculer des intégrales impropres, on pourrait se poser la question, d'abord, pourquoi ces méthodes existent? Qu'arriverait-il si on utilisait le théorème fondamental du calcul sur une intégrale sans regarder si cette fonction-là possède ou non des discontinuités sur l'intervalle? Faisons un exemple. Supposons que je veux intégrer la fonction 1 sur x carré entre moins 2 et 1, et je ne regarde pas si cette fonction-là a des discontinuités ou non, je fais juste comme on fait d'habitude, c'est-à-dire trouver une primitive et l'évaluer sur les deux bornes de l'intégrale. Donc une primitive de 1 sur x2, ça peut être moins 1 sur x, que j'évalue en 1, puis en moins 2, et je fais la soustraction, donc ça fait moins 1 sur 1, moins 1 sur moins 2, donc là ça fait moins, ça fait moins 1 demi, donc ça fait moins 3 demi. Donc la réponse est négative. Ce qui veut dire que la surface ou l'aire sous la courbe est majoritairement en dessous de l'axe des x, pour que ensuite cette intégrale-là soit négative. Si on demande à un logiciel de dessiner la courbe 1 sur x2, on obtient ça ici et on voit qu'entre moins 2 et 1, la surface est bien au-dessus de l'axe. Donc la réponse devrait être positive. Comment ça se fait qu'on a obtenu une réponse négative? Ce qui est arrivé, c'est qu'on a utilisé le théorème fondamental du calcul alors qu'on n'aurait pas dû le faire, puisqu'il y avait une discontinuité. Donc ça donne vraiment un résultat qui est mauvais. Donc maintenant, on va voir comment on devrait calculer ce type d'intégrale. Le premier cas que nous allons traiter est celui où la fonction à intégrer possède une seule discontinuité sur l'intervalle fermé AB, et cette discontinuité-là se trouve en B seulement, c'est-à-dire seulement sur la borne supérieure de l'intégrale. Donc on a une intégrale définie sur AB, A étant plus petit que B, et la seule discontinuité se trouve en x égale B, qui correspond à la borne supérieure de l'intégrale qu'on veut faire. Donc on va commencer par ce cas-là. Dessinons sur une droite réelle cette situation-là. Donc on a A qui est quelque part, B qui est plus grand, et la seule discontinuité sur cet intervalle-là, c'est en x égale b, donc on va devoir retirer ce point-là de l'intervalle AB. Et bien sûr, la fonction est supposée comme étant continue sur le reste de l'intervalle, sauf en x égale b. Donc autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que si on fait apparaître n'importe quelle autre valeur t sur l'intervalle AB, à ce moment-là, la fonction f serait continue sur l'intervalle AT. Et t peut être n'importe où dans l'intervalle, tant qu'il ne touche pas exactement b. Donc pour n'importe quelle valeur de t dans l'intervalle, on peut utiliser le théorème fondamental pour calculer l'intégrale entre a et t de f de x dx. Maintenant, le truc pour calculer l'intégrale entre a et b, ça va être de prendre t aussi près que l'on veut de b. Donc autrement dit, on va procéder par une limite sur t qui va s'approcher à ce moment-là de b par la gauche, comme on voit dans le dessin, parce que t doit être dans l'intervalle AB. Et donc, il va approcher b par la gauche, et cette limite-là va être prise sur l'intégrale entre a et t, qui, elle, peut être faite par le théorème fondamental du calcul. Illustrons ceci par un exemple. Nous voulons calculer l'intégrale entre 0 et 3 de la fonction 1 sur racine carrée de 3 moins x. Bien sûr, cette fonction a une discontinuité en x égale 3, parce que 3 moins 3, ça fait 0, et on aurait donc une division par 0. Si on utilise le truc, l'astuce qui est à droite, donc au lieu d'intégrer entre 0 et 3, je vais intégrer entre 0 et t, la même fonction, et je vais prendre la limite de cette expression-là quand t tend vers 3 par la gauche. Donc pour l'instant, je vais juste garder la limite d'une étape à l'autre, et je vais m'occuper plutôt de l'intégrale. Je ne vais pas montrer comment on trouve une primitive de 1 sur racine carrée de 3 moins x, je suppose que vous êtes capable de la trouver par vous-même, et le résultat, ce serait moins 2 racine de 3 moins x. Vous pouvez vérifier que c'est bien une primitive. Puisque j'intègre entre 0 et t, je dois évaluer cette fonction-là à t, puis à 0, et faire la soustraction, ce qui fait moins 2 racine de 3 moins t, puis quand je remplace x par 0, ça fait moins 2 racine de 3, donc plus 2 racine de 3. Ça me fait une expression qui contient la variable t, et la seule étape qui me reste à faire après ça, c'est de calculer la limite lorsque t tend vers 3. Donc ici, nous avons un cas où la limite existe, et il suffit simplement de remplacer t par 3 dans l'expression, et ça nous donne directement moins 2 racine de 3 moins 3, donc ça fait 0, et la seule chose qui reste, c'est 2 racines de 3. Donc on peut dire que l'intégrale entre 0 et 3
de 1 sur racine de 3 moins x, c'est égal à 2 racines de 3. Dans un cas comme ça, on peut aussi dire que l'intégrale impropre converge vers 2 racines de 3. C'est le vocabulaire qu'on utilise pour les intégrales impropres. On peut procéder essentiellement de la même façon si la seule discontinuité de la fonction sur l'intervalle se trouve sur la borne inférieure plutôt que sur la borne supérieure. Donc si on a l'intégrale, comme tantôt, entre a et b avec a plus psi b, mais cette fois-ci on suppose que la seule discontinuité est en x égale a, ben là on va utiliser une méthode similaire, c'est-à-dire que si on regarde sur la droite réelle, on a a et b, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci la discontinuité est en x égale a, qu'on va retirer de cette droite. Et on suppose, comme tantôt, que la fonction f est quand même continue sur le reste de l'intervalle AB. Bon, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est faire apparaître une variable s, un peu comme la variable t de tout à l'heure, qui se trouve à l'intérieur de l'intervalle. Et on va remarquer qu'à ce moment-là, on peut intégrer, on peut utiliser le théorème fondamental du calcul pour intégrer la fonction entre s et b, tant que s n'est pas égal à a. Puis s peut être pris n'importe où dans cet intervalle-là. Donc, pour n'importe quelle valeur de s dans l'intervalle, on peut utiliser le théorème fondamental sur l'intégrale entre s et b de f de x dx, qui est la même fonction. Donc, un peu comme tout à l'heure, on va calculer cette intégrale-là d'abord, et ensuite, on va approcher s autant qu'on veut de a, et définir à ce moment-là l'intégrale, le résultat de l'intégrale par la limite qu'on obtient quand s tend vers a, et cette fois-ci, s va tendre vers a par la droite, parce que vu que s est dans l'intervalle AB, on voit que s est plus grand que a. Faisons un exemple maintenant, donc avec cette nouvelle méthode. Donc supposons que je vais intégrer entre 0 et 3 la fonction 1 sur x. Cette fois-ci, la seule discontinuité est en x égale 0, qui se trouve à être la borne inférieure de mon intégrale. Une primitive de 1 sur x serait ln de x, et je vais calculer donc la limite quand s tend vers 0 par la droite, de l'intégrale de 1 sur x, mais entre s et 3. Puisque la primitive est ln de x, ça veut dire que je vais calculer ln de x en 3, puis en s, faire la soustraction, et ensuite, l'expression que j'obtiens, je vais calculer la limite quand s tend vers 0 par la droite. Donc ça fait ln de 3 moins ln de s. Maintenant, quand je prends la limite quand s tend vers 0, ben ln de 3 reste ln de 3, mais ln de s tend vers moins l'infini. C'est la limite des fonctions logarithmiques. Donc ln de s quand s tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Quand on fait la soustraction, ça donne une limite de la forme constante, ln de 3, moins l'infini, donc plus l'infini. Et donc le résultat serait plus l'infini. Donc ça, c'est un exemple d'intégrale impropre qui diverge. Donc on dit que l'intégrale impropre converge quand le résultat de la limite est une constante, donc un nombre réel. Mais dans tous les autres cas, si l'intégrale impropre est plus ou moins l'infini ou si elle n'existe pas, on dit que l'intégrale diverge. Avant de passer au cas plus général où les discontinuités de la fonction ne sont pas nécessairement directement sur les bornes de l'intégrale, faisons le cas où les deux bornes de l'intégrale sont des discontinuités pour f. Donc on se remet dans la situation où est-ce qu'on a l'intégrale entre a et b à faire, sauf que cette fois-ci, il y a seulement deux discontinuités à f, qui sont x égale a et x égale b. Dans ce cas-là, si on fait comme tout à l'heure, où est-ce qu'on dessine la droite réelle avec a et b, les deux se trouvent à être des discontinuités et doivent être retirés du domaine. Et on suppose que f est continu sur le reste de l'intervalle, sauf a et b. Donc, ce qu'on va faire pour résoudre ce type d'intégrale-là, c'est qu'on va essayer de se ramener aux deux cas précédents. Donc, on va essayer de se ramener au cas où seulement la borne supérieure ou seulement la borne inférieure est une discontinuité pour f. Comment on va faire ça? C'est qu'on va choisir un nombre, on va faire apparaître un nombre qui va être un nombre de notre choix, qu'on va appeler c, qui se trouve dans l'intervalle AB. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une des propriétés des intégrales définies qui dit qu'on peut faire une intégrale sur chaque partie de l'intervalle et additionner les deux résultats. Donc une intégrale définie, ça c'est vrai pour n'importe quelle intégrale définie, entre a et b, c'est toujours l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c et b. Donc on va le séparer en deux, et comme ça on va se ramener aux deux cas précédents. Donc l'intégrale entre a et b, c'est l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c et b. Donc dans ce cas-là, la première intégrale, qui est l'intégrale entre a et c, c'est un cas où la discontinuité est sur la borne inférieure.
Et on va utiliser la méthode qu'on a vue tout à l'heure pour la discontinuité sur la borne inférieure. La deuxième intégrale, c'est le contraire. L'intégrale entre c et b va avoir une discontinuité seulement en x égale b, donc sur la borne supérieure. Faisons un exemple où on sépare comme ça en deux intégrales. Donc, supposons qu'on va intégrer entre 0 et 1 la fonction 1 sur x, x moins 1. Donc ici, on voit que le dénominateur a déjà été factorisé pour qu'on voit facilement qu'il y a une discontinuité en x égale 0 et aussi en x égale 1, parce qu'un moins 1, ça fait 0, ça ferait aussi une division par 0. Donc les deux bornes de l'intégrale sont des discontinuités. Donc la première étape, c'est qu'on va choisir une valeur c entre 0 et 1. Et on va voir qu'en fait, ça n'a pas d'importance quelle valeur on choisit, ça ne va pas changer la valeur de l'intégrale. Donc on pourrait, par exemple, choisir 1 tiers, et à ce moment-là, on pourrait intégrer entre 0 et 1 tiers, puis entre 1 tiers et 1, la fonction 1 sur x, x moins 1. Donc ça nous fait deux intégrales à calculer. Pour la première, celle entre 0 et 1 tiers, on a une discontinuité en x égale 0 seulement, et donc on va utiliser le truc avec la limite quand s tend vers 0+. Et pour la deuxième, l'intégrale entre 1 tiers et 1, la discontinuité se trouve à la borne supérieure en 1, donc on va faire la méthode qu'on a vue tout à l'heure avec t qui tend vers 1 par la gauche. Donc ça me fait cette fois-ci deux limites à calculer, et aussi deux intégrales. En fait, c'est la même intégrale, c'est la même primitive dans les deux cas, mais avec des bornes différentes. Encore une fois, je passe l'étape où on essaie de trouver une primitive pour cette fonction-là. On va supposer qu'on l'a trouvée et que la primitive, c'est ln de x moins 1 en valeur absolue moins ln de x. Donc dans la première partie, on doit calculer cette primitive-là en 1 tiers et en s et faire la soustraction. Dans la deuxième partie, c'est la même fonction, ln de x moins 1 moins ln de x en valeur absolue, mais cette fois-ci en t et en 1 tiers. Et on fait la soustraction des deux. Ça donne cette expression-là. Donc si je remplace par 1 tiers dans le premier ln, ça fait 1 tiers moins 1, donc ça fait moins 2 tiers. Dans le deuxième, ça fait tout simplement ln de 1 tiers. Et si je remplace x par s, bien, ça fait ln de s moins 1 en valeur absolue plus ln de s. Et je fais exactement la même chose avec la deuxième partie. Donc je fais ln de x moins 1 moins ln de x, mais avec x remplacé par t, donc ça fait ln de t moins 1 moins ln de t. Et je remplace aussi les x par 1 tiers. Donc ce qui fait moins ln de valeur absolue moins 2 tiers, puis moins ça fait plus, donc plus ln de 1 tiers en valeur absolue. Maintenant, je vais calculer ces limites-là. Donc la première chose, donc si je reprends par exemple la limite quand s tend vers 0+, ben, les deux premiers termes sont des constantes, ln de 2 tiers, ln de 1 tiers, c'est des constantes. Par contre, si je remplace s par 0 dans les deux autres, bien là, il faut faire attention. Donc, si je remplace dans la première ln de s par 0, pardon, ça fait ln de 0 moins 1 en valeur absolue, donc ln de 1. Et ça fait 0. ln de 1, c'est 0. Mais dans le deuxième terme, ln de s en valeur absolue, si je remplace par quelque chose qui tend vers 0+, ça donne, un peu comme tout à l'heure, moins l'infini. Donc la limite totale serait une constante, moins 0, moins l'infini. Donc c'est moins l'infini qui l'emporte. La limite, c'est moins l'infini. Qu'est-ce qui arrive pour la deuxième limite? Donc là, je remplace t par 1 en pensant que t s'approche de 1 par la gauche. Et donc, pour le premier ln de t moins 1, ça devient moins l'infini, parce qu'on se retrouve avec ln de 0+. Et dans la deuxième, si je remplace t par 1, ça fait ln de 1, encore une fois, ça fait 0. Les deux autres sont des constantes, ln de 2 tiers, ln de 1 tiers, c'est des constantes. Et donc, encore une fois, c'est moins l'infini qui l'emporte. Donc la première limite, c'est moins l'infini. La deuxième, c'est moins l'infini. Quand on additionne les deux, ça donne moins l'infini. Donc ça, c'est un exemple d'une intégrale impropre qui diverge. Et le résultat serait moins l'infini. Passons maintenant au cas général où les discontinuités de la fonction peuvent être n'importe où à l'intérieur de l'intervalle AB. Donc supposons qu'on veut intégrer une fonction entre A et B. Qu'est-ce qu'on peut faire si les discontinuités se trouvent à l'intérieur de l'intervalle? Donc on va refaire un peu un dessin comme tout à l'heure. On va dessiner la droite réelle avec A et B. Et cette fois-ci, on va supposer que les discontinuités sont un peu n'importe où dans l'intervalle. Il peut y en avoir plusieurs. Disons qu'il y en a n au total. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Ben, on va se ramener aux trois cas précédents, c'est-à-dire au cas où est-ce que les discontinuités sont sur les bornes de l'intervalle, soit inférieures, soit supérieures, soit les deux, en utilisant les propriétés de l'intégrale un peu comme on avait fait pour le dernier cas. C'est-à-dire que si on veut intégrer une fonction entre a et b, on peut l'intégrer sur des sous-intervalles et additionner le résultat. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va intégrer
au lieu d'intégrer entre A et B, on va intégrer entre A et D1, et ensuite entre D1 et D2, et ensuite entre D2 et D3, où les DI sont les points de discontinuité. Donc on va se servir des points de discontinuité pour séparer notre intégrale en plusieurs petits morceaux. Donc la formule est ici. Donc si on veut intégrer entre A et B, on intègre entre A et D1 plus l'intégrale entre D1 et D2 plus l'intégrale entre D2 et D3, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur le dernier sous-intervalle qui se termine par B. Utilisons cette méthode pour intégrer l'exemple qu'il y avait au tout début, l'exemple où on voulait intégrer entre moins 2 et 1 la fonction 1 sur x carré. C'était un exemple qui nous avait posé problème parce que le résultat était négatif, ça donnait moins 3,5 et ça ne semblait pas être cohérent avec le dessin, avec le graphique de la fonction. Qu'est-ce qui arrive si on utilise ça? Donc on sait que la discontinuité est en x égale 0. Donc qu'est-ce qui arrive si on sépare cette intégrale-là en deux en utilisant x égale 0 comme point de séparation? Donc au lieu d'intégrer de moins 2 à 1, on va intégrer de moins 2 à 0, qui est notre point de discontinuité, et ensuite de 0 à 1. Et là, cette fois-ci, ça me donne deux intégrales. Chaque intégrale a seulement une discontinuité qui se trouve sur une des bornes de l'intégrale. Donc la première intégrale de moins 2 à 0, la seule discontinuité est en x égale 0, qui est la borne supérieure. Donc on va utiliser la méthode qu'on a vue tout à l'heure pour les bornes supérieures, et l'autre intégrale qui est entre 0 et 1, la discontinuité est sur la borne inférieure. Je suppose ici que vous savez déjà comment calculer ces intégrales-là, vu qu'il y a juste une discontinuité, puis qu'elle est soit sur la borne supérieure, soit sur la borne inférieure. Je vous donne simplement les résultats, mais il faut bien sûr le faire à l'aide d'une limite, comme on a fait tout à l'heure pour les autres exemples. Vous allez voir, je peux vous laisser en exercice, vous allez voir que le résultat de la première intégrale va être une intégrale qui diverge, et ça donne plus l'infini. La deuxième intégrale, ça donne la même chose. Ça donne aussi plus l'infini, donc une autre intégrale qui diverge. Donc la somme des deux diverge et donne comme résultat final plus infini. Et ça fait beaucoup plus avec le dessin qu'on avait. Si vous voyez ici, l'aire sur la courbe, déjà on voyait qu'elle était positive. Donc plus infini ça marche. Ça marche beaucoup mieux que le moins 3,5 qu'on avait obtenu tout à l'heure. Et ça se pourrait très bien que cette surface-là soit infiniment grande, vu que ça semble aller jusqu'à l'infini vers le haut.